Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, j'espère que tout le monde m'entend. Je suis François Chaumartin, le fondateur d'une société qui s'appelle Proxem, qui est spécialisée dans l'analyse sémantique. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le traitement du langage, le deep learning, et donc tout ce qui concerne les usages et la technologie de ce type. Alors, je vais partager mon écran de façon à ce que l'on puisse partager un certain nombre de slides pour nous servir de fil conducteur pendant toute cette présentation. Alors, pour dire deux mots sur Proxem, nous sommes un éditeur de logiciels d'analyse sémantique, spécialisé donc dans le fait de prendre du texte, des petits textes, des grands textes, c'est-à-dire des verbatims de consommateurs, des CV, des documents scientifiques, des contrats, et nous allons, avec du deep learning, en extraire des informations pour constituer de la connaissance. Proxem est une entreprise d'une quarantaine de personnes, avec un chiffre d'affaires en croissance forte. On a fait plus 40% cette année. Aujourd'hui, on couvre une trentaine de langues et nous avons réussi plus de 200 projets dans le temps. Ce qui m'a permis l'an dernier d'écrire un livre qui s'appelle Le traitement automatique des langues, qui est sorti chez Duno en février 2020, et dans lequel il y a, d'une façon beaucoup plus détaillée, tout ce que je vais vous raconter pendant les 3 prochains quarts d'heure. Alors, quand on s'intéresse à l'analyse sémantique, on va avoir différentes composantes. L'une des composantes essentielles, c'est le sens que l'on peut extraire du texte. Et ce sens ne peut être extrait que par rapport à un certain nombre de connaissances du monde que l'on peut avoir. Et comme on va le voir également, l'analyse sémantique s'appuie sur un certain nombre de tâches très techniques qui vont permettre d'enchaîner des opérations sur du texte au service d'un certain nombre d'usages. Le traitement du langage est l'une des branches de l'intelligence artificielle, comme la vision artificielle, comme la reconnaissance de la parole, comme l'analyse prédictive. Et le traitement automatique des langues se décompose lui-même en un certain nombre de grands cas d'usage. La fouille de corpus, notamment sur des articles scientifiques, sur des articles juridiques, le résumé automatique, la traduction automatique qui de nos jours est très utilisable, tout ce qui est automatisation à travers des assistants virtuels, les chatbots, les réponses aux emails, ainsi que la génération de texte. Et aujourd'hui, ce sur quoi nous avons porté le plus d'efforts, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'informations, qui permet de faire de l'analyse d'opinion, de la validation de conformité et de la synthèse d'informations. On reviendra un petit peu après sur l'ensemble des tâches de traitement du langage. Ce qui se passe, c'est que certaines d'entre elles sont aujourd'hui à un niveau de qualité largement suffisant pour être utilisables dans la vraie vie. Donc plus on va à droite, plus on est dans ce cas de figure. Et certaines de ces tâches créent une valeur perceptible par l'utilisateur final. Donc ça, c'est quand on va monter en haut du graphique. Et donc idéalement, ce qui va être intéressant, ce sont les tâches qui sont en haut à droite. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur l'analyse de sentiments, la classification automatique, la reconnaissance d'entités. D'autres ont travaillé sur la traduction automatique. Et l'ensemble de ces tâches-là permet de créer des nouvelles applications au service du business. Fondamentalement, deux tâches qui vont nous intéresser, c'est la compréhension locale d'un document. Comment est-ce que je peux, on va dire, armé de StabiloBus, à très grande vitesse, venir comprendre des mots pour les transformer en concepts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'extraction d'entités ou l'extraction de concepts. Et à droite, on va chercher à classer globalement un document dans une case pour en faire une classification. Alors, regardons ça sur un exemple très concret. Par exemple, des feedbacks de voyageurs qui parlent de leur voyage. Eh bien, ça, c'est le texte brut. Ce que l'on va chercher à faire, c'est reconnaître dedans un certain nombre de concepts. Par exemple, on parle d'équipage, on parle de l'espace pour les jambes, on parle d'une certaine compagnie aérienne, on exprime des opinions. Toutes ces informations qu'on va extraire se font par rapport à un ensemble de connaissances.
On va généralement distinguer deux types de connaissances. Les connaissances locales, on va parler par exemple de la qualité de ce que l'on mange, de la quantité, des caractéristiques de la cabine. On va essayer également d'avoir ces concepts non pas à plat, mais de venir les organiser sous forme d'une arborescence qu'on appelle généralement une taxonomie, ou un thésaurus, ou un dictionnaire, ou une ontologie. Et cette taxonomie peut être arbitrairement fine, par exemple, ici on voit qu'on parle de nourriture, de fruits et légumes, de noix, et bien d'amandes, de peanuts, de pistaches, etc. Deuxième chose que l'on cherche à faire, c'est une classification globale. Ok, maintenant que j'ai donné plein de coups de StabiloBox, globalement, qu'est-ce qui ressort de chacun des verbatims? Par exemple, le premier en haut, comme on le voit, va être connoté négativement sur le confort en vol, parce qu'il y a peu d'espace pour les jambes, en revanche positivement par rapport à l'équipage, parce que le staff est very helpful. Et donc, une fois qu'on a fait ces deux types d'opérations, on est armé pour venir alimenter des tableaux de bord et améliorer la connaissance client. Alors, la classification thématique qu'on vient de voir peut elle-même être organisée sous la forme d'une arborescence. Donc là, on a une seconde taxonomie dans laquelle on va avoir un premier niveau général, un deuxième niveau plus fin et en troisième niveau, la polarité, c'est-à-dire l'opinion positive, négative ou neutre. Un point également essentiel quand on fait de l'analyse sémantique, c'est de permettre de traiter plusieurs langues. On a aujourd'hui une faiblesse en tant qu'humain, c'est qu'on parle généralement notre langue maternelle, on parle peut-être aussi de l'anglais business, une autre langue européenne, mais personne ne parle 30 langues. Le fait de s'appuyer sur la machine va permettre, dans un monde globalisé, de permettre ce qui se dit en chinois, en russe, en vietnamien, dans toutes les langues européennes, très facilement, et d'aligner tout ça. Et pour illustrer ce point, eh bien, toujours dans notre exemple de compagnie aérienne, à un moment donné, si je fais un filtre sur le concept de bagage endommagé, donc ça c'est ce qu'on voit au milieu, en haut de l'écran, le hashtag luggage damaged, eh bien on voit à droite 11 000 verbatims qui en parlent, my luggage was broken, the damaged bag has too badly damaged, etc. Donc des documents en anglais qui sont analysés par rapport à un plan de classement en anglais, mais on peut faire exactement la même chose avec le même plan de classement, qui est conceptuel, donc indépendant de la langue. Et là, on voit qu'on applique ce filtre-là sur des documents en français, et on récupère donc bagage endommagé, valise abîmée, valise cassée, valise inutilisable. Voilà, donc c'est ça la promesse aujourd'hui, transformer du texte, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le sujet et quelle qu'en soit la langue, en données, de façon à pouvoir explorer l'information. Alors, l'un des principaux usages que l'on a aujourd'hui est lié au commerce, et notamment à la voix des clients. Donc ça, ce sont des dispositifs qu'on a mis en place chez nos premiers clients il y a maintenant une dizaine d'années. Aujourd'hui, eh bien, en analysant des milliers ou des millions de documents chaque année, on permet d'avoir une visualisation synthétique très claire de ce qui se passe. Par exemple, là, on voit le parcours client dans un univers du retail, dans lequel on voit que par rapport à un objectif de note NPS, eh bien, le cinquième élément, les marques, tirent la note vers le haut. En revanche, le deuxième élément, les collections, tirent la note vers le bas, peut-être parce qu'il manque les bonnes tailles quand les gens vont en boutique. Très concrètement, quand on a des grandes quantités de documents, mettons ici 300 000 documents par an venant de 5 sources, qu'est-ce qui se passe? On va avoir plein de gens qui parlent de choses que tout le monde connaît. Par exemple, la viande est trop chère, les légumes ne sont pas assez bio, et il y a trop d'attentes en caisse. Ok, ça c'est ce qu'on appelle des signaux forts, ça ne ferait pas de scoop. L'intérêt de l'analyse sémantique, c'est de permettre néanmoins de quantifier leur évolution dans le temps, et par exemple, si on met en place des plans d'action, de s'assurer que la satisfaction augmente et que l'insatisfaction diminue. Mais le point intéressant, c'est que, une fois qu'on a caché tous les signaux forts, il reste plein de petits signaux faibles qui vont correspondre à un certain nombre de pépites potentielles. Et en exploitant ces signaux faibles chez l'un de nos clients, bon, Auchan pour ne pas les citer,
On a réussi à créer vraiment des petites magies en termes de business. Auchan a augmenté le chiffre d'affaires du rayon papeterie au niveau national de 10%, uniquement en se rendant compte, grâce aux remontées des consommateurs, qu'il fallait laisser les agendas en tête de gondole une semaine de plus, en septembre à la rentrée des classes. On a également permis d'améliorer la qualité d'un certain nombre de produits grâce aux remontées de clients. Une semaine donnée, 5 personnes avaient dit « J'ai mangé des pignons de pain, j'ai un problème de perte de goût dans la bouche ». Et bien tout de suite, l'enseigne a pu retirer le produit des rayons avant que ça ne pose un problème. Et enfin, on a vu très tôt apparaître des demandes et des tendances sociétales, comme par exemple une demande pour des produits halal bio. Et aujourd'hui, dans un univers où globalement les marques connaissent bien leur univers, connaissent bien la concurrence, c'est le fait de venir exploiter ces signaux faibles qui permet d'améliorer en premier la satisfaction. Autre cas d'usage de ce qu'on peut faire en analyse sémantique, l'automatisation de la modération des contributions d'Internet. Decathlon, par exemple, a récolté l'an dernier plus d'1,5 million d'avis sur leur site web. Et pour qu'un avis soit publié, il doit respecter un certain nombre de règles. Par exemple, ne pas citer de concurrents, ne pas être dénigrant ou avec des propos inappropriés, ne pas contenir d'informations personnelles. Eh bien, c'est notre système qui vient automatiquement valider 80% de ces avis pour indiquer qu'ils sont publiables en l'état. Et les équipes de modérateurs humains peuvent se concentrer sur les 20% d'avis qui nécessitent un œil humain parce que parfois, ce qui est écrit dedans est un petit peu subtil. Autre cas d'usage également, c'est d'aider à analyser l'évolution des verbatims dans le temps pour en extraire des nouvelles données. L'analyse sémantique, ça permet de créer un nouveau canal de données original sur des produits, des marques, des opinions exprimées et de faire de l'analyse prédictive. Ça, c'est des choses qu'on avait fait dans l'univers de la chaussure il y a quelques années. On avait analysé 10 000 posts de blog dans l'univers post et chaussures pour l'une des grandes marques françaises, qui avait également, à l'occasion, identifié une blogueuse d'influence grâce à notre analyse et établi la communication avec. Ça avait été son ambassadrice Web 2.0. Dernier petit usage intéressant dans tout ce qui est usages commerciaux, c'est de gagner du temps grâce à un assistant de réponse aux emails. Imaginez, vous êtes chargé de clientèle dans une banque de détail, vous recevez un email d'un client qui souhaite connaître le montant qui se trouve sur son compte et avoir des détails sur une nouvelle offre. Le système sémantique analyse l'email reçu, vient proposer un certain nombre de fragments de réponse et on n'a plus qu'à cliquer dessus pour amorcer le brouillon de la réponse. Donc tout ça, ça permet de gagner jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie chaque jour. Donc le retour sur investissement ici se fait à travers le gain de productivité. Bon, les chatbots, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu relativement classique. Je vais passer rapidement dessus. Si on bascule des usages commerce vers les usages ressources humaines, là également, l'analyse sémantique est un allié de poids. Nous avons étendu il y a quelques années l'analyse de la connaissance client à la connaissance collaborateur. Par exemple, quand un employeur fait un baromètre social en posant une fois par an, par exemple, des questions à l'ensemble de ses salariés, en plus des indicateurs numériques ou chiffrés ou des QCN, on peut venir analyser les verbatims. Et cela permet de savoir quelles sont les raisons d'enchantement des collaborateurs ou au contraire des points d'attention qu'il faut pouvoir améliorer. Donc pour cela, on va faire exactement la même chose qu'en connaissance client. On vient faire une catégorisation thématique à 2 niveaux et on complète cela par de l'analyse d'opinion. Ce qui permet ensuite, d'un seul coup d'œil, de savoir ce que les gens aiment ou ce qui pourrait être amélioré pour augmenter leur satisfaction. Un autre domaine d'application de l'analyse sémantique côté RH, c'est tout ce qui est recrutement. Imaginons, on est en situation d'avoir un certain job, mais on veut évoluer professionnellement. Eh bien, on peut demander au système de venir, d'une part, chercher l'ensemble des petites annonces
qui sont sur une certaine zone et par rapport à certains profils, de comparer ces annonces par rapport à notre propre CV et de faire cette analyse au niveau des compétences. Donc vous voyez, on dépasse l'analyse de mots-clés, on passe au niveau des compétences sous-jacentes. Et le système est ensuite en mesure de faire le contraste entre notre CV et le CV idéal si on vise un certain poste. En vert, on a les compétences déjà acquises. En rouge, celles qu'il faut améliorer ou pour lesquelles il faut aller suivre une formation. Et donc ça, c'est un puissant outil de mobilité interne ou de recrutement quand on l'utilise dans l'autre sens. Autre cas d'usage, l'analyse juridique. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2011 déjà, le New York Times avait titré d'une façon un petit peu provocatrice « Armies of expensive lawyers replaced by cheaper software ». Aujourd'hui, un certain nombre de solutions sont vraiment opérationnelles. Par exemple, plusieurs entreprises du CAC 40 aujourd'hui utilisent nos solutions pour analyser des appels d'offres. Un appel d'offres, c'est parfois un document long, complexe, dans lequel le juriste va passer son temps à essayer de trouver les pièges. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur un assistant virtuel qui va permettre de stabilo-bosser les éléments, mais extrêmement vite. Et également d'aller s'assurer qu'il n'y a pas un risque caché dans une obscure annexe et non pas dans les clauses principales. Ici, le ROI est double, du gain de temps. Nos clients estiment qu'en moyenne, ils divisent par 2 le temps nécessaire pour lire un appel d'offres complexe de plusieurs centaines de pages, et également la diminution du risque en évitant de rater quelque chose d'important. Alors là, vous voyez, on n'est plus du tout sur des documents courts comme des avis de consommateurs, on est sur ici un document de 140 pages qui décrit un appel d'offres du gouvernement indien pour s'équiper d'un système de télécommunication. Eh bien, on va définir une vingtaine de critères. À gauche, on en voit 5. Les conditions d'acceptation de l'offre, les indemnités, tout ce qui est fiscalité américaine, IFRS, les clauses de terminaison de contrat. Et si on fait justement un zoom sur les clauses de résiliation de contrat, alors le système pointe d'abord vers le paragraphe principal qui en parle, Termination of Agreement. Il permet de naviguer ensuite vers d'autres paragraphes secondaires, mais également de venir détecter des cas de force majeure, des cas par exemple de corruption qui sont des clauses de résiliation de plein droit, ou d'obscures clauses techniques qui sont en annexe du contrat principal. Un cas d'usage un petit peu atypique, c'est dans l'univers là, de la voix des citoyens. En 2016, pendant la campagne présidentielle, le mouvement politique En Marche a utilisé des solutions de ce type pour analyser ce que les marcheurs avaient recueilli en porte-à-porte. Il y avait 8 questions sur lesquelles des dizaines de milliers de Français ont répondu en parlant de leurs attentes par rapport à la politique. Qu'est-ce qui marche en France? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont les sources d'inquiétude ou d'espoir? Et tout ça, ça représentait des millions de mots, 3 fois le volume de Guerre et Paix. Donc évidemment, quelque chose difficile à analyser sans un support automatisé. Là encore, nous avons fait une analyse thématique, à l'intérieur de laquelle nous avons fait de l'analyse d'opinion. Bon, là, sans créer de scoop, la vie associative est plébiscitée en France. En revanche, le système fiscal ou le système d'accès à l'emploi, les citoyens sont beaucoup plus critiques dessus. Mais en zoomant, on a eu énormément d'informations intéressantes pour avoir une compréhension fine des attentes des Français. On avait également analysé les valeurs auxquelles les Français sont attachés, comme la solidarité, l'intégrité, la transparence, ce qui a donné un outil permettant de créer le diagnostic de la France en amont du programme. Et pour finir sur les usages, bon, ça fait un petit peu liste à l'après-vert, mais ça permet d'explorer toute la richesse de ce qui est rendu possible par ces technologies. On a, dans l'univers industriel, et notamment pour Air Liquide, fait énormément de projets. Là, je vais juste en citer 2 rapidement. Bon, Air Liquide, leur métier, c'est de commercialiser des gaz, tout ce qui est petites molécules essentielles pour la vie, notamment l'oxygène. Et en 2015, ils nous avaient demandé d'identifier, grâce au web, des nouvelles méthodes de production, de stockage et de distribution de l'oxygène, ainsi que des applications innovantes.
Nous avons collecté près de 300 000 documents, identifié de ces 300 000 documents 50 sujets, dont des sujets vraiment originaux. Par exemple, l'équivalent du Red Bull, mais contenant de l'oxygène, ce qui s'appelle des O2 smoothies, des voitures à photosynthèse, des barres à oxygène où on peut respirer de l'air enrichi sous l'eau. Et 10 de ces 50 sujets ont été retenus par Air Liquide pour lancer des challenges, notamment un challenge mondial qui visait à dépolluer le CO2 parce qu'on avait réussi à identifier une technique peu connue et économe en énergie pour venir, avec un grappin à polymère, réextraire, enfin piéger le carbone du CO2 et relâcher l'oxygène. Donc voilà, ça c'était ma minute de greenwashing. Le traitement du langage permet d'avoir un monde plus écolo. Dernier petit exemple dans l'industrie, tout ce qui est maintenance prédictive, en analysant à la fois des logs d'incidents en usine et des bases de sécurité, où il y a énormément de textes, parce que les collaborateurs viennent faire le compte-rendu de tout ce qui s'est passé, avec énormément de mots que l'on peut transformer en concepts, eh bien, on a permis de trouver des règles d'association entre différents éléments et d'identifier des causes et des conséquences d'incidence et donc d'améliorer la maintenance prédictive. Voilà, donc pour résumer ces différents cas d'usage, dès que vous avez des mots dans du texte, on peut en automatiser l'exploitation pour avoir soit une meilleure compréhension d'une situation, prédire le futur à court terme, soit automatiser des processus. Voilà, et le dernier exemple, alors qui est très dans l'air du temps, tout ce qui est santé, c'est des documents longs et complexes, les articles scientifiques. Là, on a travaillé récemment pour un laboratoire pour détecter à partir de 100 000 PDF d'articles scientifiques des facteurs de résistance aux antibiotiques. Et donc là, comme on le voit, on est sur des choses relativement complexes aussi. Alors, un point intéressant, c'est la représentation du sens. OK, on a vu qu'on partait du texte, et à un moment donné, on veut pouvoir le représenter sous une forme calculable. Alors, si on regarde un document, un avis de consommateur, je tenais à féliciter la caissière Céline pour son accueil chaleureux et souriant, elle a su garder le sourire et la bonne humeur, félicitations. Comment est-ce qu'on peut représenter le sens d'un document comme ça? Je vais vous proposer 3 variantes qui sont 3 étapes dans l'histoire. Déjà, qu'est-ce qu'on espère avoir dans le futur? Quelle est une situation cible qui serait une représentation idéale du sens? Je pense qu'il va falloir un jour arriver à représenter tout ça sous forme d'un graphe d'information, sous forme d'un graphe de connaissances, ce que les Américains appellent des knowledge graphs. Et dans cette représentation-là, eh bien, on aurait tout compris du texte, de façon à pouvoir reconstituer une information riche et dans laquelle après on va pouvoir faire énormément de choses. Alors le problème, c'est comme on va le rappeler dans un instant, la langue humaine est quelque chose de complexe, parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, c'est piégeur. Et donc en fait aujourd'hui, même dans les meilleurs laboratoires, on ne sait pas faire ça. Ce que l'on sait faire aujourd'hui, c'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est d'une part comprendre localement un document en donnant des coups de stabilo-boss et classer globalement un document. Extraction d'entités, classification automatique. Et c'est aujourd'hui ça qu'on appelle de l'analyse sémantique. Et c'est un énorme progrès par rapport à ce qui existait précédemment dans les moteurs de recherche sans sémantique, parce qu'il y avait une forme d'aplatissement de l'information qui produisait ce qu'on appelle un vecteur terme-fréquence. Et l'idée, c'était de prendre le document, de venir le simplifier. On enlève les majuscules, on enlève les accents, on enlève la ponctuation, on enlève les petits mots, les pronoms, les déterminants, les conjonctions de coordination. On ne garde que la racine des mots. Et fondamentalement, les moteurs de recherche classiques sans sémantique aplatissent et appauvrissent le texte, et ensuite ils comptent les mots en perdant l'ordre, en remettant tout ça dans l'ordre alphabétique. Oui, donc l'analyse sémantique aujourd'hui est déjà un très net progrès par rapport à la situation des moteurs de recherche classiques. La donne nouvelle, depuis 3-4 ans, est arrivée avec le retour en force du machine learning et du deep learning.
Ce qui a révolutionné l'algorithmique de l'analyse sémantique en 2013-2014, c'est un algorithme qui s'appelle les Word2Vec, dont l'objectif est en fait de prendre un grand corpus de texte, ce qu'on appelle un gigacorpus, typiquement des Wikipédia, plus tous vos documents, et de faire passer ça dans des réseaux de neurones qui permettent de capturer la proximité des mots et des concepts entre eux. Là, par exemple, on est dans un univers de large dimension, il a été projeté en 3 dimensions, et dans cet univers-là, eh bien, le système est capable automatiquement de déterminer que reine et roi sont des concepts qui sont proches, et que les notions de prince, de Marie et d'Élisabeth, bon là on voit l'influence de l'Angleterre, la notion de couronne sont également des notions proches. Et ce faisant, on transforme des mots en vecteurs, et donc on peut faire des calculs dessus. Et la propriété assez extraordinaire que ça a, c'est de permettre du raisonnement par analogie. Par exemple, si on part du vecteur de reine, qu'on enlève la notion de femme et qu'on rajoute la notion d'homme, eh bien, reine moins femme plus homme, eh bien, on arrive à un vecteur qui est très proche de celui de roi. Et ça a des propriétés super intéressantes. L'autre point qui a également permis d'améliorer énormément l'analyse sémantique, c'est la présence de grandes bases de connaissances comme Wikipédia, DBpedia, Wikidata, qui aujourd'hui structurent énormément d'informations. Et quand on met tout ça ensemble, eh bien, on récupère aujourd'hui des centaines de milliards de triplets d'informations. Donc on a une énorme connaissance à portée de clic. Ça, c'est toutes les technologies qu'on appelle le web sémantique, qui ne sont pas les technologies d'analyse sémantique. Attention, là, c'est 2 faux amis. Revenons un petit peu au sens. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de comprendre du langage humain? Premier point, un mot peut avoir plusieurs sens. Quand on dit « le chirurgien opère un calcul », ça peut aussi bien être un calcul arithmétique qu'un calcul rénal, par exemple. Ce n'est pas qu'un problème d'universitaire. En moyenne, on considère qu'en anglais et en français, un mot, un nom, un adjectif, un verbe a en moyenne 2 sens. Parfois, ce n'est pas gênant, parfois ça l'est. Vous voyez, même dans un corpus un petit peu spécialisé comme en finance, un terme comme portefeuille est ambigu, parce que ça peut être mon portefeuille d'action ou j'ai perdu ma carte bleue qui était dans mon portefeuille. Donc c'est intéressant de pouvoir séparer les deux. Quand on va analyser des documents de presse, il ne faut pas confondre Hollande, le pays, avec le président François Hollande, etc. Et parfois, on a vraiment des subtilités. Bon, là, on a des phrases que j'adore. Hein. Si on prend le couple de phrases du milieu, mon bras droit est engourdi par rapport à mon bras droit est dégourdi. Dans le premier cas, on parle du membre. Dans le deuxième cas, on parle d'un collaborateur. Et vous voyez, il y a un petit mot qui change le sens d'un autre mot qu'on a rencontré avant. Autre type d'ambiguïté qu'on a, c'est ce qu'on appelle les ambiguïtés syntaxiques. Mets la pomme sur la serviette dans la boîte, ce n'est pas exactement la même chose que mets la pomme sur la serviette dans la boîte. Encore une petite complexité dont on ne parle pas souvent, c'est les anaphores, c'est-à-dire le fait de devoir comprendre à qui fait référence un pronom. Si le lait cru ne va pas à bébé, faites-le bouillir. Bon, faire bouillir le lait résout le problème, mais faire bouillir le bébé résout également le problème. Donc ça, on va passer rapidement. Autre exemple du bestiaire de la linguistique, c'est les figures de style comme la métonymie. Quand on dit le stade s'est levé, c'est les gens présents dans le stade qui se lèvent, et non pas le stade qui se lève sur ses jambes de stade. Un avant-dernier exemple, là on a les métaphores. C'est tout ce qui va être interprétation arbitraire du sens. Time flies like an arrow. La traduction généralement admise, c'est time, le temps, flies, vole comme une flèche. Mais on pourrait également le traduire par time flies, les mouches à temps, aime une flèche. Et ça, c'est purement arbitraire.
Et enfin, dernier point qui est aujourd'hui particulièrement complexe, c'est tout ce qui est humour, ironie, même si on commence à avoir des premiers outils, au moins à l'étape de R&D, qui permettent de détecter de l'humour dans un document, ça peut être parfois tellement subtil que même un humain ne le comprend pas. Donc, c'est quand même compliqué de demander à une machine de le comprendre. Voilà pour les principes. Maintenant, si on revient un petit peu sur une tâche de base qui est de donner un coup de stabilo-boss en comprenant un élément dans le contexte, dans l'univers de la grande distribution, on a typiquement des marques comme Orange, comme Carrefour, comme Total, qui sont également des noms communs, qui peuvent avoir plusieurs sens. Et dans les avis de consommateurs, on va parler aussi bien d'un pull Orange que de la résiliation de l'abonnement Orange, du fait d'avoir fait les courses dans le supermarché d'Orange, ou du fait qu'on aimerait acheter 5 kilos d'orange. Comment peut-on faire pour lever cette ambiguïté ? Alors, cette ambiguïté est en plus rendue complexe par le fait que le mot orange se retrouve parfois dans des expressions, comme une orange à jus, mais également un jus d'orange, une confiture à l'orange, une tarte à l'orange, du canard à l'orange. Et donc, il faut tenir compte non seulement du fait qu'un mot peut avoir plusieurs sens, mais que quand il est dans une expression composée, ça peut être encore autre chose. L'autre problème que l'on a, en plus de l'ambiguïté, c'est la gestion de la synonymie. Le concept Orange, opérateur de télécommunications, dans l'esprit des Français, c'est encore souvent France Télécom. Les journalistes l'appellent souvent l'opérateur historique. Et en analysant des flux boursiers, ça va correspondre à un certain code ISID. Et de ces informations-là, il faut bien les maîtriser pour avoir à la fois des concepts qui soient couvrants et des concepts qui soient précis. Comment est-ce qu'on prend en compte cette double difficulté ? Classiquement, on utilisait des programmes où un informaticien allait explicitement faire des algorithmes, ou bien un infolinguiste venait créer des règles d'extraction linguistique. Alors, la limite de ce système, c'est qu'on se rend compte du fait de la richesse de la langue et de tous les problèmes d'ambiguïté qu'on est dans un combat sans fin. Et on s'est dit, on va inverser le problème, plutôt que de créer des règles pour traiter les données, on va plutôt essayer, en faisant du machine learning, d'utiliser les données pour apprendre automatiquement les règles. Et là, on a commencé chez Proxem à faire ça il y a plus de 10 ans. En 2008, on a commencé à faire de l'apprentissage automatique, entre guillemets, classique. Et on a basculé, il y a 3-4 ans, sur de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle du deep learning. On va y revenir. Quand même, un petit mot sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage classique, l'apprentissage automatique. La règle, c'est de dire, on va apprendre à la machine comme on apprend à un enfant, c'est-à-dire en lui présentant des exemples positifs et des exemples négatifs. Nos enfants, on leur dit, fais ci, ne fais pas ça. Et au bout d'un certain nombre d'expériences et d'essais-erreurs, un enfant qui a mis 3 fois les doigts dans une prise de courant, il ne le fait plus. Bon, dans le cas d'espèce, on va d'abord, à la main, une équipe d'humains prend des stabilo-boss et vient par exemple marquer des produits et marquer des marques dans, typiquement, quelques dizaines de milliers de verbatim. Donc là, vous voyez sur cet écran, Garnier et Roger Gallet, ils ont été marqués à la main en rouge pour dire que c'est des marques. Merguez, Barbecue, Sommier et Matelas ont été marqués à la main pour dire que c'était des produits. Et la magie du machine learning, c'est que quand on a fait ça sur quelques milliers d'exemples, on peut ensuite demander à la machine de généraliser et de prédire des nouvelles valeurs. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'apprentissage par cœur, mais la machine va tenir compte du contexte pour inférer des choses. Par exemple, quand quelqu'un va dire « je voudrais commander un schtroumpf », eh bien, c'est probable que le mot nouveau est un produit. Et c'est comme ça que dans la dernière ligne de l'exemple du bas, le système est capable de détecter que automatisme pour portail est un produit. De même, après le mot marque,
Marc Primegrille, Marc Ivana, eh bien, on a souvent une marque. Et c'est pour ça que le système est capable de détecter que ces deux mots inconnus-là sont effectivement des marques. Et plus intéressant encore, le système est même capable de challenger dans le premier verbatim en haut que le produit qu'on avait annoté, c'est peut-être pas du lait qu'on boit, mais c'est peut-être autre chose, c'est du lait après soleil. Et donc, avec cette approche-là, on commence par passer plusieurs semaines en début de projet pour venir tout annoter. Le système infère et propose des nouvelles valeurs qui sont à leur tour validées, ce qui permet d'avoir une deuxième itération et d'améliorer progressivement la connaissance que l'on a. Donc, de ce point de vue, le machine learning, c'est très bien. Inconvénient du machine learning classique, c'est cette phase d'annotation préalable qui consomme beaucoup de temps, et du temps humain, donc de l'argent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire mieux? La réponse c'est oui, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Alors, juste pour donner un petit peu d'intuition sur ce que c'est, je vais passer sur l'exemple de la vision artificielle pour les besoins de la cause, mais ça s'applique également bien à du texte. Imaginez que vous ayez une image, par exemple une image de voiture. Ce que la machine reçoit en entrée, c'est un tableau de pixels. Et l'idée, c'est de venir faire entre la couche d'entrée, c'est-à-dire l'image à gauche, et ce qu'on va avoir complètement à droite, qui va être une prédiction dans la couche de neurones de sortie, on va avoir un certain nombre de couches intermédiaires qui vont permettre de capturer des informations de la plus locale et de la plus spécifique à des choses de plus en plus génériques et abstraites au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Si je regarde la deuxième image, eh bien, là, le système, d'une façon obsessionnelle, va regarder tous les petits blocs de, mettons, 8 par 8 pixels. Et il va chercher, par exemple, à détecter des segments, ou des petits segments de droite, ou bien des ronds. Ensuite, sur l'image qui est juste suivante, l'avant-dernière image, eh bien, il vient recomposer à nouveau, toujours d'une façon obsessionnelle en testant tout, ces tout petits fragments pour les assembler d'une façon un petit peu plus large. Par exemple, on commence à identifier des roues, ou on commence à identifier des fenêtres. Et dans l'exemple du haut, on continue à combiner ces informations avec une abstraction croissante pour venir détecter des voitures. Et le côté magique, c'est qu'à partir du moment où on a alors beaucoup de volume, à partir du moment où on a des dizaines de millions ou des centaines de millions d'images, et très peu d'annotations sur ces images, par exemple, on n'a que quelques milliers d'images sur lesquelles on a marqué que c'était une voiture, le système est capable d'apprendre une connaissance en masse pour identifier un truc qui s'appelle une voiture, mais pour l'instant le système ne sait pas que c'est une voiture, mais il va savoir reconnaître ce truc dans différentes images, et il suffit qu'il y ait que quelques centaines ou quelques milliers d'images dans lesquelles, sur l'ensemble de tout le million, qui a été marqué voiture pour que le système soit capable de dire « Eh bien, moi, je généralise la notion de voiture à 1 million d'images. » Et c'est ça aujourd'hui que permet de faire le deep learning. Alors, tout ça, ça s'appuie sur des maths relativement complexes, bien des maths de niveau classe prépa, et ça nécessite des volumes de données gigantesques. On a beaucoup parlé ces 2 dernières années de nouveaux modèles qui s'appellent par exemple BERT, ou bien UMLFit, ou XLNet, ou Elmo. L'entraînement de ces modèles, c'est vraiment de la course à l'armement. Il faut en fait des dizaines, voire des centaines de milliards de mots pour arriver à apprendre des modèles de langue qui vont permettre de prédire des choses. Typiquement, de prédire le mot suivant dans une phrase, de prédire, une fois qu'on a caché un mot, quel est ce mot. Et donc, c'est ça le modèle de langue BERT ou XLNet, c'est cette capacité, en ayant mis des dizaines de milliards de mots en entrée, à prédire des choses générales. En tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand on se sert de ces modèles de langue, donc qui sont des réseaux de neurones, pour venir reconnaître des concepts, faire de la classification automatique, faire de la traduction, on dope aux stéroïdes les performances du système, et globalement, ça a permis d'améliorer toutes les performances des systèmes de plus de 10 points.
Et ça, c'est vraiment extraordinaire. La contrepartie de ces approches, c'est que c'est vraiment de la force brute. Aujourd'hui, faire l'apprentissage d'un modèle comme BERT, ça coûte 100 000 dollars de CPU et ça nécessite des dizaines de milliards de mots. Et c'est là qu'on a l'un des petits problèmes. Ben aujourd'hui, c'est surtout les GAFA qui sont en mesure de faire ça. Alors nous, chez Proxem, on a beaucoup travaillé sur le fait de mixer de l'apprentissage profond, du deep learning, avec un petit peu d'intelligence humaine, pour faire en sorte que tout ça, ça marche bien chez nos clients, qui n'ont pas des dizaines de milliards de mots, mais seulement des dizaines de millions de mots, c'est-à-dire 1000 fois moins. Mais on a trouvé des techniques pour vraiment faire du deep learning opérationnel, eh bien, chez nos clients, avec les différentes contraintes qu'ils peuvent avoir. Ben, pour finir sur cette notion de deep learning, donc là, vous voyez, on a des maths complexes, mais finalement, si on démystifie un petit peu tout ça, le deep learning, ça ne revient jamais qu'à faire ce qu'on fait, nous, avec notre vieux cerveau d'humain, quand on va lire la BD des Schtroumpfs, et que l'on vient prédire le sens d'un mot en contexte. Vous voyez, c'est Schtroumpfant à la fin. Chaque fois que je lave ma brouette, il pleut. Eh bien, un humain, en une seconde, il comprend que ça veut dire c'est énervant, c'est agaçant, ou tout autre mot de la classe d'équivalence. Eh bien, vous voyez, on fait du deep learning sans le savoir. Voilà donc pour finir cette présentation. Eh bien, aujourd'hui, on a eu ces dernières années des progrès fulgurants dans le domaine du deep learning. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain tout ce qu'on a fait avant au niveau de l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire basée sur les règles. Nous utilisons des systèmes hybrides qui permettent d'avoir le meilleur des deux mondes. Un point assez essentiel, c'est d'arriver également de faire en sorte que une intelligence artificielle puisse expliquer les résultats qu'elle prédit. Également d'être en mesure de ne pas se fier aveuglement à l'apprentissage parce que quand on apprend sur le passé, on peut reproduire des biais. Typiquement, dans des systèmes de recrutement, eh bien, comme on voit que beaucoup de postes de direction sont plutôt dans un univers masculin que féminin, eh bien, si on apprend sur le passé, on n'aura jamais moyen d'arriver à une vraie égalité homme-femme. Voilà, donc ça fait partie des questions éthiques qui sont complexes. Et à mon sens, un point vraiment essentiel, c'est de faire des systèmes qui permettent de garder l'humain dans la boucle, de façon à tirer le meilleur parti de tout ça. Voilà, si tout ça vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à nous contacter chez Proxem. Aujourd'hui, on est clairement leader français dans le domaine, ou si vous êtes toujours en télétravail, de commander sur Amazon ou Fnac.com un excellent livre sur le sujet, ou d'aller le chercher en librairie parce qu'il est temps également de se déconfiner un petit peu. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. Alors, je suis désolé, je ne voyais pas les questions du chat pendant la conférence. J'en prends connaissance maintenant. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement sur quelques questions. Alors, le taux de fiabilité de l'outil, en fait, ça dépend des tâches. Une tâche relativement simple, comme reconnaître des marques et des produits dans un texte de consommateur, aujourd'hui, on va monter à plus de 95% dessus. Reconnaître les opinions, c'est beaucoup plus subtil parce que parfois, un seul mot va changer le sens d'une phrase. Oui, dans une phrase comme le caissier était agréable comme une porte de prison, on n'a pas de négation explicite, néanmoins c'est très négatif. Ou entre le Nutella ne vaut rien et rien ne vaut le Nutella, on a les mêmes mots et en changeant l'ordre, on est passé d'une valence positive à une valence négative. Donc là, on sera plutôt sur du 75% de reconnaissance, du 80% si on fait un petit peu de course à l'armement. Alors, ploum, je prends un petit peu les autres questions. Alors, pour voir comment fonctionne concrètement le logiciel, je vous invite à chercher sur notre chaîne YouTube l'analyse qu'on avait faite pendant le dernier salon Big Data Paris. On a gagné les trophées d'innovation d'ailleurs avec ça. On avait montré notre analyse du grand débat national. Donc, comment on a analysé des centaines de milliers de verbatims autour de la transition écologique pour savoir ce que les Français sont prêts à faire pour aider à la transition écologique.
Et dedans, vous aurez vraiment l'utilisation du logiciel Proxem étape par étape. Comment est-ce que je configure mon analyseur? Comment est-ce qu'avec le deep learning chez Proxem, on découvre automatiquement des centaines de concepts? Comment on fait en sorte qu'un concept soit précis, c'est-à-dire en gérant automatiquement les ambiguïtés? Et comment on fait qu'il soit couvrant en découvrant automatiquement tous les synonymes ou quasi synonymes? Voilà. Merci Marie d'avoir mis le lien sur le chat. Voilà, j'ai essayé de tenir le délai de 45 minutes en racontant beaucoup de choses. Donc, on verra comment envoyer aux participants les supports de présentation. J'espère que ça vous a intéressé et si vous avez encore quelques questions, avec plaisir pour les prendre. Et sinon, je vous souhaite un excellent déconfinement. Portez votre masque. Là également, c'est ambigu, masque, hein, parce que dans le contexte actuel, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Mais un masque, généralement, c'est plutôt le masque de Zorro. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu de chemin pour que la machine soit aussi rapide à comprendre du langage humain que les humains. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine.